la session. C'est parti. J'attends encore quelques secondes et puis on y va. Comme ça, tout le monde pourra aller manger à son aise après aussi. Au niveau du son, tout le monde m'avait dit qu'on m'entendait bien. Au niveau de l'image, vous avez tout également, je présume. Ok, bah, je propose d'y aller, hein. Je veux dire, comme ça, on est dans les timings. Alors, encore une dernière fois, bonjour tout le monde. Merci tous d'être présents. Alors aujourd'hui, on va avoir comme sujet la personnalisation et pourquoi elle est déterminante dans l'engagement client. Alors, c'est un webinaire effectivement qui fait partie de notre webinaire tour de l'été. Vous avez déjà eu mon patron Eric qui vous avait parlé de l'essence de la donnée et on va encore en avoir deux après le mien. Un sur la délivrabilité, sujet évidemment très très important aujourd'hui, et l'intelligence artificielle où on va être un peu plus sur les nouveautés et les options que ça va donner à vous marketeurs et spécialistes de la communication. Alors, peut-être très très rapidement sur la mission d'Actito, c'est clairement d'aider donc des marketeurs et on s'adresse un peu moins au profil technique. Donc désolé pour mes amis ingénieurs. Je vais dire ici, on veut vraiment donc aider les marketeurs à identifier des opportunités business comme on dit. Et pour faire cela, on va le faire à travers deux axes. La technologie qui est notre software évidemment, mais on pense aussi dans la vraie valeur ajoutée de rajouter de l'humain à la technologie pour vous guider, pour pouvoir partager notre expertise avec vous, et évidemment nous challenger les uns les autres et grandir de la sorte. Donc ça, c'était vraiment sur la mission d'Actito. Alors vous voyez que le marketing automation et la personnalisation, c'est un sujet qui touche tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Alors on pense évidemment à tout ce qui va être retail avec des intégrations, avec des systèmes de caisse, avec des programmes de fidélité qui vont permettre évidemment d'aller actionner les données sur un parcours client. Alors on peut penser également à toutes les choses très sensibles avec le GDPR, comme on dit en Belgique, et où c'est des lettres inversées pour vous en France, mais donc tout ce qui va toucher la privacy des données. Alors les banques et assurances nous font confiance, de même que les secteurs comme le pharma et les ONG, donc on se doute bien de la sensibilité. Média et telco, on est vraiment sur l'automatisation des processus et la monétisation en connaissant mieux ses consommateurs, en pouvant leur adresser le bon message. Les B2B et utilities, juste pour montrer que là également, on fait du marketing automation, on fait de la personnalisation, mais quand on stack B2B, on se met dans une autre partie du marché. Nous, on pense qu'on peut répondre à tous ces besoins, qu'ils soient B2B ou B2C. Automobile et transport sont deux secteurs, évidemment, qui sont nettement mis sous pression. On pense à des gens comme Airbnb qui ont créé ces fameuses expériences consommateurs. Eh ben, également, de nouveau, un gros axe de personnalisation qui va se mettre là-dedans, un besoin de technologie et d'accompagnement. Alors, très rapidement sur moi-même, moi c'est Jonathan, je travaille depuis un peu plus de 8 ans pour Actito et mon rôle à moi, il va vraiment, à côté d'être évangéliste comme on dit chez nous, c'est de faire le lien entre nos équipes techniques et vous consommateurs de notre plateforme, donc les marketeurs, les spécialistes de la communication. Et mon objectif à moi, c'est de vous fournir les bons outils pour que vous puissiez créer des parcours clients les plus engageants possibles, qui ont un effet direct sur votre ROI, mais également sur votre brand, donc sur votre notoriété, votre marque et la performance. Donc voilà, ça c'était très très rapidement sur nous. Alors, pour plonger dans le sujet de la personnalisation, je suis parti d'abord d'un premier constat où j'aime bien quand je fais des présentations comme ça, plutôt me mettre dans la peau du consommateur final. Et ma réalité, elle n'était pas vraiment super parce que là, j'ouvre Gmail, gros client email que tout le monde connaît très bien. Alors, on se doute qu'on est tous dans les petits onglets promotion avec nos fameux emails parce qu'on fait du marketing, on fait de la communication. Et aujourd'hui, quand vous demandez, par exemple, aux marketeurs quelle est l'importance de la personnalisation pour eux dans le parcours client, eh ben 95% des gens, et ça c'est une source Kissmetrics, qui est un blog sur de l'analytique justement, pour 95% c'est primordial pour eux de pouvoir, je vais dire, accéder à de la personnalisation.
Si on pousse le vice un peu plus loin, on va voir que 5% des marketeurs aujourd'hui sont capables de faire de l'hyper-personnalisation. Alors, qu'est-ce que ça va être de l'hyper-personnalisation? Je suis forcé de faire un constat, c'est que quand je rentre dans justement ma boîte Gmail sur 18 emails, j'en ai eu un seul où on a pu me faire « Bonjour, Monsieur Wirman ». Donc, je présume qu'à ce niveau-là, on parle d'hyper-personnalisation là-dessus. C'est quand même plus qu'un triste constat quand on voit le nombre d'emails qu'on reçoit par jour et que l'actionnabilité d'un nom et d'un prénom, il n'y en a qu'un seul qui a été capable de me le faire dedans, alors que ce sont des données que vous avez à disposition aujourd'hui, et on reviendra évidemment là-dessus. Donc ça, c'était vraiment poser le cadre un petit peu de la boîte mail et son niveau de personnalisation. Alors, on le voit là dans le mail, mais on peut le trouver également dans tous les canaux de communication, le papier, le SMS, et on reviendra évidemment sur cette multitude d'options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ceci, c'est un exemple que moi, je prends souvent quand je rencontre des prospects et des clients, tout simplement pour montrer l'important, je vais dire, de la personnalisation qui va pouvoir se faire sur plusieurs niveaux, évidemment, sur plusieurs canaux. Mais si je prends mon exemple de gauche, ça va être le nom d'une société, la plupart du temps, la marque. Puis, vous allez avoir le fameux sujet, ça va être « Bonjour ». Inconnu, par exemple. Je n'ai aucune idée de qui tu es pour être le sujet. Par contre, on va directement trouver notre fameux pré-header et une partie du message promotionnel ou marketing qui va être, je n'ai pas la moindre idée de qui tu es, mais par contre, tu vas m'acheter des choses. En gros, ça, sur les 17 emails, c'est grosso modo le contenu que j'avais. La petite chose déjà que tout le monde peut tester, c'est d'essayer de personnaliser son expéditeur avec une personne, donc rendre une marque beaucoup plus humaine, par exemple. Première chose, et là, on voit donc Denis de la marque Mega Brands, par exemple. Deuxième partie, le petit sujet, le bonjour John. Alors moi c'est Jonathan ici, j'ai pris l'exemple entre John. Nous avons fait une sélection pour toi. Donc là on met de la personnalisation sur l'approche humaine. On s'adresse à Jonathan. Alors on se doute bien qu'aujourd'hui les consommateurs ne sont pas naïfs au point de se dire qu'il y a quelqu'un qui tape un par un les emails. Mais sur tous les tests que vous allez pouvoir faire, et moi j'en ai fait beaucoup, la simple personnalisation du sujet avec le destinataire a un impact. Alors ça va varier selon les sociétés. Humaniser l'expéditeur fait la même chose. HubSpot, qui est une société américaine spécialisée dans l'inbound, prend comme benchmark 20% de click-through rate supplémentaire juste en personnalisant l'expéditeur et le sujet. Donc, ça veut dire sur 100 personnes qui cliqueraient dans votre email, vous passez à 120. Là, on parle vraiment d'impact concret au niveau de votre ROI, je vais dire, et également de votre brand equity, comme on va dire au niveau des États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment le constat. Personnalisation oblige, c'est attendu par vos consommateurs, mais la grande question, ça va être le pourquoi. Alors, on est une société technologique chez Actito qui avons développé un logiciel de marketing automation multicanal et je vous dis beaucoup de techos comme on dit chez nous, d'ingénieurs et ils aiment bien tout ce qui est équation. Moi, je préfère transformer ça vers une formule et le CX va être là pour Customer Experience. Alors, l'expérience consommateur, pour moi, c'est la personnalisation et pour pouvoir accéder à la personnalisation, vous allez avoir besoin de contenu, de data et d'automatisation. Alors, on peut encore redescendre un petit cran plus bas en essayant de couper la data et le contenu sur trois principaux axes. Les fameux moments, les segments et la personnalisation. Alors, les moments, et c'est vraiment quelque chose que j'invite tous les marketeurs à faire, c'est de taper dans YouTube les Zero Moment of Truth de Google, les zéro moments d'impact de Google. Et par exemple, ça va être des moments dans le journey. Et on va revenir sur des exemples. Il ne faut pas juste penser à est devenu client, est devenu prospect, c'est inscrit, mais également des moments au niveau de la journey du consommateur. Je pense à des choses où, par exemple, quand je rentre aujourd'hui dans un certain supermarché en Belgique, j'ai des promotions qui vont être automatiquement personnalisées sur des bornes que je vais pouvoir récupérer à l'entrée. Ça va être occuper un moment pour engager de la conversation. Nos fameux segments reviennent sur les logiques des personas qui sont primordiales. Alors, on est tous conscients qu'il faut pouvoir distiller du contenu et du coup, on va créer des personas pour trouver les bons contenus pour les bonnes personnes. Alors, on va injecter à ce moment-là même dans les contenus des niveaux de personnalisation de plus en plus accrus sur les personnes et on reviendra sur des exemples concrets plus tard. Alors, une fois qu'on a ces trois axes-là, on doit rentrer dans un mode d'apprentissage continu. Et aujourd'hui, un marketeur, j'aurais tendance à dire, ça doit être une machine à apprendre et à prouver continuellement en interne. J'ai fait énormément de meetings sur 8 ans où au final, souvent la personne qui gagne dans un
meeting de marketing, c'est la personne qui arrive à créer la plus forte. Alors qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir s'appuyer sur les analytiques qui prouvent tout simplement que l'approche est la bonne. Pour nous, l'automation, c'est ça. C'est l'approche du test, learn, iterate sur base des éléments que je vous ai présentés avant. Donc, on veut toujours rentrer dans des A/B testing, dans des ABCD testing, valider des hypothèses. Et la grande erreur, je pense, qui est faite aujourd'hui, c'est demander aux sociétés technologiques comme nous, est-ce que je fais plutôt ça ou ça? Moi, je retourne toujours en disant, mais testez-le, apprenez et continuez à apprendre continuellement dans cette recherche de la meilleure expérience consommateur que vous pouvez proposer. Donc là, on est toujours un petit peu dans de la théorie. Ici, je prends un exemple, c'est Lunch Garden, donc c'est je crois que ça s'appelle Flunch, si je ne m'abuse, en France. Et ici, c'est donc un restaurant, mais plutôt restauration rapide. Et ici, vous avez deux exemples, et c'est vraiment mon cas à moi, et ce sont deux emails que j'ai pris de moi. Le visuel rouge, au fond, m'est adressé principalement, je vais dire, le week-end, quand je suis en famille. Tandis que l'autre va m'être adressé en semaine, quand je suis plutôt avec des collègues, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ont pu identifier sur base d'un comportement d'achat que j'allais du lundi au vendredi tout près de mon travail plutôt faire un lunch, tandis que le week-end, j'allais plutôt me rendre avec ma famille. Et ils gardent évidemment les corrélations de contenu dedans en essayant de cross-seller les offres par rapport à un moment de consommation. Donc, je vais avoir un contenu adapté en semaine et je vais avoir un contenu adapté le week-end. On va penser à m'envoyer les emails en matinée en semaine, peut-être plus tard le week-end. Et tout ça va pouvoir être, je veux dire, testé et automatisé. Donc là, on est déjà dans un premier axe de personnalisation. On va utiliser la fameuse notion du moment pour interagir avec son consommateur et on va aller injecter la partie contenu en adéquation. On va parler de la relevance à ce moment-là. Alors, si on travaille bien sur ces axes de personnalisation à des fins de Customer Experience, on va avoir vraiment 5 KPI qu'on va pouvoir figer. Alors, moi qui ai étudié du marketing il y a un peu plus de 10 ans, c'est sûr qu'on m'avait pas trop parlé de ROI et de KPI. Je pouvais faire du 16 mètres carrés, on allait avoir des chouettes budgets, on allait pouvoir dépenser de l'argent, je veux dire, entre guillemets, sans devoir prouver, mais plutôt en créant du brand awareness. 5 KPI primordiales que vous allez pouvoir, je vais dire, challenger en continu grâce à du marketing automation, de la personnalisation. Le premier, ça va être la satisfaction client. Alors aujourd'hui, prenez un simple exemple de quand vous achetez quelque chose en ligne, vous allez très souvent aller regarder les petites étoiles ou vous allez taper avis dans Google. Donc vraiment, cette satisfaction client doit être un élément, je vais dire, une obsession du marketeur où il faut toujours essayer de performer de mieux en mieux dessus. Ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément sur quoi vous allez pouvoir travailler, c'est surtout vos analytiques web. Donc, je vais dire, vous allez avoir plus de pages vues, vous allez avoir plus de visiteurs, vous allez avoir plus de formulaires complétés, plus de conversations par rapport à un chatbox. Pourquoi? Vous êtes occupé d'engager la conversation. On pense personnaliser l'expéditeur. Ça veut dire aussi gérer les replies, par exemple, sur les emails. On va pouvoir faire la même chose dans son canal SMS aujourd'hui. Donc, automatiquement, tous les metrics sont occupés de monter et c'est vraiment ça que vous allez essayer d'identifier. Alors, quand on fait monter les metrics, et on s'en ment pas aujourd'hui, le marketing doit rapporter de l'argent aujourd'hui. Du coup, vous allez devoir travailler sur votre sales funnel, le funnel de conversion. Alors, Véronique qui est à côté de moi, qui est le marketing manager, elle nous travaille évidemment tout ce qu'on va appeler les marketing qualified leads, et puis ça va passer pour des sales qualified leads. Donc c'est sûr que cette brique-là, elle n'est pas centrale pour rien, c'est qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, c'est là où vous allez prouver que ce que vous faites en termes de marketing a un impact sur la société, mais également sur ses résultats. Après ça, on va aller un peu plus loin, et c'est là où on travaille beaucoup avec Véronique au quotidien chez nous, c'est quel est l'apport du marketing justement sur l'influence de la vente. Donc ça va être augmenter les résultats de marketing, l'efficacité du marketing, de par l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, le test, learn et iterate. Et on est dans un processus d'apprentissage continu, et je pense même qu'il ne s'arrêtera jamais. Je veux dire, chaque fois qu'on a appris quelque chose, il faut déjà se dire, sur cet apprentissage-là, comment est-ce que je challenge le prochain apprentissage. Et alors, le Saint Graal est la partie qui moi, me touche vraiment, je veux dire, ça va être votre branding, votre image de marque. Alors, on pense à des sociétés comme Apple, hein. Je veux dire, Apple aujourd'hui peut se permettre de vendre juste parce que c'est Apple. Ils sont arrivés au Saint Graal, je vais dire, de la pertinence de leur marque sur leurs consommateurs. Donc, vraiment, à retenir 5 KPI sur quoi vous allez devoir à un moment coller des chiffres pour prouver que créer des expériences consommateurs pertinentes, personnalisées, donne un boost, je vais dire, à ces 5 KPIs et que c'est grâce à vos actions que vous pouvez le faire.
Alors, on peut se poser aussi la question de, tiens, si je ne faisais pas de personnalisation, et c'est toujours l'exemple que je prends, je vais dire, je doute qu'Amazon personnalise toujours fortement ces choses, parce que parfois, ils vont avoir une très bonne promotion à proposer avec un gros stock et ils vont se permettre de le brasser à tout le monde, et de facto, ça fera de la vente, on va pas se mentir. Maintenant, le risque est potentiellement sur du moyen court terme, de se dire quels pourraient être les impacts. Si on prend une source comme Giga, et Giga est une des plus grande DMP, je vais dire, donc Data Management Platform, mais une DMP vraiment média. Donc, on parle de second, third party cookies, monétisation qu'on peut en faire derrière. Je voudrais juste en ressortir trois principaux de l'analyse qu'ils ont fait, qui est 2016. C'est les personnes qui vont se désinscrire parce que les messages que vous leur envoyez sont non pertinents. Alors là, il n'y a pas encore des réels impacts parce que c'est des gens qui cliquent « je ne souhaite plus recevoir ces informations ». On parle de 57% sur un marché anglais qui sera beaucoup plus proche de nous, Européens. On parle de 65% aux États-Unis. On approche un petit peu d'opt-in, opt-out et les permission-based expliquent ça. Mais ça veut dire que quand vous dépensez aujourd'hui en moyenne 2 à 10 euros pour faire l'acquisition d'une adresse email, eh ben, elle vous coûte 2 fois ce prix-là quand vous voyez qu'une sur deux, si vous n'êtes pas relevant, va tout simplement se désinscrire. Alors là, on parle vraiment de gens qui se désinscrivent. Un autre impact, il serait vachement plus fort. Et quand je discute avec mes collègues français, c'est sûr que la délivrabilité, qui est le prochain sujet de webinaire, sur quoi on va exposer notre savoir-faire, vous voyez la déclaration de spam. Ça a des impacts dramatiques parce qu'à côté d'avoir une personne sur 4 qui va cliquer le fameux bouton « ce contenu n'est pas relevant et considéré même comme du spam », va impacter tous les gens pour qui votre contenu peut être également pertinent. Et du coup, ça veut dire quoi? Vous allez perdre du business par rapport à ça. Et vous avez directement l'impact ici. Je veux dire 15% en moyenne qui vont arrêter d'acheter vos produits tout simplement parce que vous êtes à côté de la plaque, que vous n'avez pas réussi à capter le bon moment pour engager la conversation, donner le bon contenu. On pense à Lester Wunderman, le bon contenu au bon moment à travers le bon canal. C'est clairement là les impacts que vous créez sur votre business au day-to-day. Alors, je parle beaucoup de moments pour l'instant parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore super capté par toutes les personnes aujourd'hui. C'est qu'on a plutôt tendance à travailler sur des choses assez simples comme l'anniversaire, par exemple, c'est un moment de conversation. Ici, si vous regardez, on est sur ce qu'on appelle chez nous un escargot et l'escargot représente le fameux Customer Journey. Donc, on va aller de attirer des nouvelles personnes dans sa base de données, engager la conversation, grandir le nombre d'interactions qu'on a avec eux, la connaissance des personnes. Donc là, on est occupé de rentrer sur la fidélité, puis on pensera cross-selling, upselling et retention. Je vous ai donné quelques petits éléments et les slides seront bien évidemment disponibles après le webinaire. Mais quand on pense attirer, c'est plutôt le job des médias. Donc eux vont faire des bannières, de la publicité sur Facebook, des choses du genre. Nous, on va directement après aller engager la conversation. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quand je donne mon adresse email, de devoir des fois attendre un certain nombre de jours avant d'avoir tout simplement une première interaction avec cette marque à qui j'ai donné quand même mon identité digitale, à savoir mon adresse email. On pense du coup Welcome Programme. Alors c'est triste à dire, mais c'est un fait. C'est encore fortement manquant. Après, on va pouvoir travailler des Welcome Sequence. Donc plus que merci de t'être inscrit à ma newsletter, mais nous sommes tel type d'activité, nous avons telle offre à te proposer, tel service, et du coup de créer l'engagement entre la marque et le consommateur dans une interaction continue. Là où moi, ça commence vraiment à m'intéresser, où la technologie va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir beaucoup plus de force, ça va être dans votre capacité à nourrir la fiche de contact. Ce fameux RCU, donc registre client unique, c'est primordial de pouvoir collecter tous les points autour d'un consommateur. Aujourd'hui, vous avez une adresse email, mais vous avez peut-être un numéro de téléphone, une adresse physique. Il faut que tout ça vienne se mettre autour de Jonathan pour que vous puissiez engager, je vais dire, avec le bon contenu au bon moment. Si Jonathan passe 10 minutes sur la page de contact de votre site, peut-être qu'il doit y avoir un élément quelque part qui s'allume pour pouvoir engager. Tout ça va permettre de nourrir, je vais dire, vos fiches de contact. On pense également à quelque chose qui est sous-exploité aujourd'hui, c'est l'enquête NPS ou l'enquête de satisfaction. Déclarer des données qui vont venir enrichir un profil, je vais dire, c'est de l'or en barre, comme on dit en Belgique, dessus. Alors, cross-selling et upselling, par exemple, si on se met dans un mode plutôt e-commerce, vu que je connais votre comportement d'achat, si j'ai une nouvelle catégorie de produits qui s'intègre dans mon assortiment, ben, je vais automatiquement pouvoir vous l'approuver, et ce, d'une manière automatique. Ça se rajoute au niveau de votre set de produits, ça va automatiquement être distillé sur les bons segments, sur les bonnes typologies de prospects et de
clients que vous allez avoir. Après, la rétention, alors là, ça va de nouveau dépendre un petit peu des secteurs d'activité, mais si je prends le secteur de l'assurance, par exemple, ils vont essayer de comprendre ce qu'on appelle le churn. Donc, quel est le risque que, par exemple, notre cible 25-35 change d'assureur pour aller ailleurs et pour quelle raison il va quitter, par exemple. Alors, on va essayer de comprendre ces raisons et puis d'injecter du contenu personnalisé pour diminuer ce risque de perdre des consommateurs au profit de nos concurrents. Donc ça va être vraiment la retention à ce moment-là. Alors, c'est bien sympa, je fais un constat, je vous explique le pourquoi. Mais évidemment, et le plus important, c'est, il est bien gentil là, le Jonathan, mais comment est-ce qu'on attaque ça et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en musique au quotidien? Alors, il n'y a pas de secret, la puissance est dans les données. Alors moi j'ai un petit bonhomme de 7 ans, je dis toujours quand c'est gratuit, c'est que tes données au fond sont le prix que tu payes. Et on pense à Facebook, on pense à LinkedIn, on pense à Twitter, c'est vous le produit quelque part vu que vous donnez les données. Mais du coup c'est vraiment l'essence est dans la donnée et continuellement on pense au GDPR et toutes ces choses qui arrivent aussi. On a fait des webinaires d'ailleurs là-dessus aussi, sur l'importance je vais dire de posséder ces données. Alors, quand on parle data, le gros danger, c'est de se dire il me faut 165 champs avec toutes les informations possibles et imaginables autour d'une personne. La règle des 20-80 s'applique clairement dans l'univers de la donnée aussi. 20% de vos données vont driver 80% de votre business. Ça ne sert à rien de courir à la big data pour le plaisir de la big data. Il faut se concentrer sur des données de marketing. Et c'est clairement ce qu'on fait nous chez Actito quand on doit se synchroniser avec des outils tiers et on fait du marketing automation. Je veux donner au marketeur les données qu'il a besoin, je veux dire, au quotidien pour générer du revenu. Alors, à côté de ça, on va également avoir la récence de la donnée qui est super importante. À côté d'essayer de chercher plus et plus de données, faites valider vos données très régulièrement. Pourquoi les données changent? Vous déménagez, votre composition familiale modifie. Donc, la récence est vraiment quelque chose qu'il faut être quasi super focus dessus et intégrer ça dans votre journey avec peut-être 2 actions par an où peux-tu valider que ces données sont toujours pertinentes pour moi. Ces données sont probablement ces 20% de données qui génèrent également vos 80% de revenus. Et alors, à l'heure de la DMP média, donc DMP, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Data Management Platform, donc en gros des bases de données. Donc, il y a beaucoup de courses aujourd'hui à la second party et third party data, donc ça va plutôt être des données louées, achetées pour enrichir. Alors, faire très attention à ces choses-là. Pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, vous ne savez pas comment elles sont collectées, vous ne connaissez pas la récence de ces données, et ce serait quand même vachement triste de venir quelque part écraser des données qui sont super pertinentes, super accrues en termes de qualité, par des données qui sont de nettement moins bonne qualité, et où vous n'avez pas la possession de cette donnée et la compréhension de ce qu'elle va pouvoir rapporter en plus dedans. Par exemple, je pense à quelque chose, c'est que moi je l'ai dans une des mailing lists, je suis devenu une femme du jour au lendemain, et là on peut se douter que c'est de l'appending de données qui est passé dedans. Alors, des données, par exemple, la plupart du temps, on va essayer d'en chercher plein partout, alors qu'on en a déjà plein, je vais dire, at the tip of a finger, comme on dit en anglais, donc tout simplement à la portée des doigts. Vous pensez aux données de profil. Pensez à un formulaire de contact. Vous allez compléter la plupart du temps une adresse email, un nom, un prénom, peut-être même un code postal. Pensez à vos welcome programmes qui vont permettre d'engager secteur d'activité dans quoi on travaille. Juste par l'engagement et par distiller les bons types de contenus dans une séquence, vous allez probablement déjà pouvoir atteindre 20, 30, 40 champs, je vais dire, pertinents pour vous. Le comportement web aujourd'hui, avec justement les fameux cookies qui permettent de suivre non plus une personne non identifiée, donc un ID, donc le numéro 4217 a vu ces pages-là et ces pages-là. Aujourd'hui, vous êtes capable de suivre Jonathan à travers vos pages web. Vous êtes capable de voir combien de temps, sur quoi il clique. Tout ça va remonter, je vais dire, au niveau du profil. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire que l'email est mort. Alors, peut-être que le canal email pourrait être mis sous pression, même si j'en doute fortement, mais ça reste votre identifiant sur Internet, sur le web, et du coup, vos comportements web viennent tout simplement enrichir l'adresse email Jonathan. Quand vous faites de l'achat, c'est la même chose. J'ai encore fait un achat ce matin sur un site d'e-commerce, je dois mentionner mon adresse email, et eux ont toute l'information du coup sur les produits, les catégories, les prix de ce que j'ai payé. On va penser du coup à ce moment-là segmentation.
Tout ça vient de nouveau se collecter derrière, la plupart du temps, une adresse email. Je n'ai pas dû acheter des données pour ça ou commencer à faire du growth hacking, comme on dirait, mais clairement, tout simplement, penser qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en termes d'action marketing qui me permet d'aller récupérer ces données pertinentes à l'engagement, à l'expérience consommateur la plus accrue. Alors, chez Actito, on fait une enquête quasi chaque année, parce qu'on a raté une fois, on va dire. Et du coup, vous voyez ici, la zone bleue, c'est les données qui sont collectées et l'usage qui en est fait au niveau des cellules marketing. Alors, des données de contact, on pense au sociodémographique, on est quasi à du 90%, 88% pour les Belges qui nous écoutent, et 75% d'usage. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de correct. On pense déclaratif, ben, tout simplement, je pense que ça met déjà en avant le manque de peut-être de créativité et d'engagement qu'on essaye de créer entre une marque et des consommateurs où on récolte de la donnée. Tout simplement poser des questions. On est toujours surpris d'un NPS, donc un Net Promoter Score, du nombre de personnes qui répondent à ça. C'est toujours assez cocasse de voir ça, mais chaque fois que vous le faites, vous avez plus de 30% des gens qui prennent la peine de répondre à ce type de formulaire et vous allez pouvoir du coup récolter vraiment de la donnée de nouveau hyper pertinente dans vos actions marketing. Alors, le transactionnel, c'était l'exemple que je vous donnais là tout de suite de l'e-commerce. 60% des données transactionnelles sont collectées et on arrive à en exploiter que 43%. C'est très, très dommage, même si je pense que cet axe-ci, sur les mois à venir, va clairement plutôt s'orienter vers la donnée de contact. Et alors, les choses beaucoup plus pointues aujourd'hui, vers quoi beaucoup de sociétés vont essayer de buzzer. On va parler justement intelligence artificielle, modèles de données prédictifs et autres. On est clairement sur ces deux axes-ci. Je pense qu'il faut y aller mollo. Si on fait pas bien ceci, c'est difficile de faire cela. Donc moi, je suis plutôt clairement test, learn, iterate, mais en passant les bonnes bases dessus. Alors, je vois que le temps file, du coup, je vais pas trop traîner. Le monde de données, il est pas plat. Donc ça, c'est quelque chose rare. Vous allez me dire, c'est un constat. Alors, moi, j'aime bien, et c'est un schéma, et de nouveau, vous accédez. Vous voyez que ceux-ci sont des modèles de données qu'on va appeler relationnels. Okay. Très rapidement, un modèle relationnel permet de faire beaucoup plus de choses que ce que vous êtes capable de faire avec votre fichier Excel. On va penser à des données qui tournent autour d'un profil, qui vont aller des canaux de communication abonnés, la segmentation, toutes ces interactions, tout ça doit venir se collecter dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit collecter ça autour d'un consommateur ou d'un prospect? Pour pouvoir identifier ces triggers qui vont déclencher justement ces actions, ces drip campaigns, ces différents messages à travers différents canaux qui vont être accentué par la personnalisation qu'on va pouvoir faire dans des templates à ce moment-là, et alors la mesure qui va vous permettre tout simplement de prouver l'efficacité de ce que vous faites. J'aime bien représenter ça, et nous, on a utilisé l'agile du monde IT, mais aujourd'hui, on le travaille évidemment avec nos clients en termes de projet. Et ceci, c'est Jonathan quand j'ai quitté mes parents, j'avais une petite notion sociodémographique avec un petit peu d'interaction. J'ai rencontré ma chère et tendre, mon modèle de données devient déjà beaucoup plus étendu. Et aujourd'hui, j'ai pas deux, mais un enfant et mes deux chiens. Je suis clairement ici, et du coup, on est sur des modèles riches. Et toutes ces données vont vous permettre d'engager de la conversation super pertinente. Quand vous envoyez à ma femme, Nolan est-il un champion du brossage de dents, je peux vous garantir que ma carte bleue est déjà sortie de mon portefeuille. Si vous utilisez les données de mes animaux pour engager de la conversation avec moi en disant « Attention, Jack, ton labrador devient vieux, pense dysplasie, pense à des produits qui sont typiques parce qu'ils ont vu que j'ai été sur le web mais que je les ai pas achetés », c'est pertinent. Ils sont vraiment occupés de m'accompagner dans mon quotidien en me donnant des advice, des trucs, des astuces et en ayant vraiment ces bons contenus à travers les bons canaux. Alors, on va directement parler exemple. On pense par exemple au contenu dynamique. Alors, le cas très classique, c'est je vais sur un site, je visite quelque chose. Quand je retourne sur le site, je vais avoir une zone sur la home page qui est personnalisée. Alors ça, aujourd'hui, on voit beaucoup de sites faire ça et c'est super. Alors, juste une petite note par rapport à ça. Je sais pas pour vous, mais la plupart du temps, quand vous allez créer du contenu, vous ne renvoyez pas les gens sur votre home page. Du coup, il faut pouvoir travailler plutôt avec des logiques adaptatives qui vont donc utiliser nos fameux segments. Et quand Jonathan rentre dans votre bloc, probablement que les contenus en dessous doivent être associés à la personnalité, au personnage Jonathan que vous regroupez. Du coup, essayez déjà de penser un peu plus loin que juste la home page qui va être le dernier article visité.
Les exemples les plus connus, hein, Amazon avec les produits liés, les bol.com avec ont également considéré les meilleurs sales. Donc là, on est clairement dans de la recommandation, je vais dire, très connue. Encore une fois, exploitez ça, identifiez de nouveau les produits qui auront la plus forte marge pour vous et qui vont avoir le plus d'impact sur votre ROI. La personnalisation de recherche, quelque chose que personnellement j'adore. Ici, je tape Blue chez Caché et automatiquement, il me filtre toute la gamme de produits, des robes aux pantalons, sur la notion bleue. On va penser également à nos amis d'Amazon. Je suis connecté. Du coup, quand je tape polo, il me rajoute homme. Il sait que je suis un homme. Il augmente de nouveau la pertinence et du coup, je vais être beaucoup plus proche de l'achat. Abandon de panier dans le cadre d'un Carrefour, par exemple, on a récupéré les derniers produits que vous avez consultés. On espère que vous puissiez les rajouter dessus et avoir un impact sur le panier moyen. Alors, si on parle personnalisation de l'email, et j'ose espérer, je sais qu'en France, vous êtes un peu plus loin que les Belges en termes de maturité là-dessus. Ici, je prends un exemple de LinkedIn. Personnalisation au niveau des expéditeurs, des sujets, des pré-headers. On retrouve mon petit visuel, un coupon personnalisé. Hop, 5 éléments qui ont tout simplement augmenté la pertinence de ça. Alors avant, parce que j'ai déjà fait cette présentation en anglais, on s'entend que LinkedIn a un problème, c'est au niveau du moment, parce que ceci est tout simplement une séquence qui reroute tous les X temps, et du coup on s'approche peut-être du spam. Mais ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'était leur niveau de personnalisation de contenu, qui est quand même hyper intéressante et vraiment pas très compliqué à faire, vu qu'ils jouent juste sur une notion sociodémographique. Si on veut aller un peu plus loin, et on reprend l'exemple de Flunch, hein, donc vous allez avoir une petite introduction personnalisée à votre nom, par exemple. Puis, on va travailler sur nos fameux segments et nos contenus personnalisés. On va vous rappeler vos points de loyauté. Combien de points as-tu? Quel est le pourcentage à quoi? On va utiliser la personnalisation au niveau du restaurant où je vais et où chacun va. Donc, ça se personnalise. Et puis, quand on veut commencer à faire de l'apprentissage, par exemple, pour tester une nouvelle catégorie de produits sur des consommateurs, on va utiliser nos petits éléments du bas. Alors aujourd'hui, si on voulait faire ça à la main, on peut le faire une fois, ça devient beaucoup plus difficile quand on commence à avoir 4-5 types de personnages, 5-6 tests à faire. De nouveau, l'apport de la technologie va vraiment vous permettre ici de monter en steroid, comme on dirait aux États-Unis, et d'aller pousser de plus en plus fort et d'augmenter, je vais dire, de nouveau, pertinence, personnalisation pour lifter votre brand equity et, je vais dire, également votre ROI. Un exemple assez simple, de nouveau pour la compréhension, si j'ouvre un email entre 9 heures et 6 heures du soir, je vais vous proposer des t-shirts, je vais vous donner accès au call center parce qu'il est tout simplement disponible. Si l'ouvrez le soir, pourquoi pas réadapter les produits avec quelque chose qui est plus en adéquation. Mais là où je le trouve surtout pertinent, le service est toujours disponible, mais à ce moment-là, par email. Le SMS, alors c'est un event qu'on a fait en Belgique et on a proposé tout simplement aux gens, donc le petit rappel 24 heures avant l'événement. Et vu que c'était un événement payant, on a intégré un petit formulaire web qui permettait tout simplement de transférer, je vais dire, son ticket à un collègue, à quelqu'un d'autre pour ne pas perdre, je vais dire, l'investissement qui avait été fait dessus. Le canal SMS qui est un peu plus intrusif ici a donné des résultats énormes vu qu'en personnes qui ne sont pas venues, on n'a eu que 5 personnes sur plus de 300 inscrits. Donc juste pour vous montrer, personnalisation à travers un autre canal, un moment 24 heures avant, une réelle expérience consommateur, je vais dire, qui a permis d'augmenter de nouveau notre pertinence et de montrer également notre capacité à utiliser notre propre technologie. Alors, très rapidement, parce que je pense que je suis hors timing, comme d'habitude, pensez vraiment à des séquences de welcome, plus que merci d'être inscrit, mais vraiment une séquence. Si vous partez sur Crésus, ils ont par exemple 7 emails qui vont être distillés au fur et à mesure pour essayer de bien comprendre qui vous êtes en termes de consommateur. Plutôt orientation sport, plutôt chic, plutôt classique. Vous êtes plutôt à la recherche des assurances, vous êtes plutôt... Voilà. Qui vous êtes, c'est la welcome sequence qui permettra d'identifier le prospect consommateur, mais également de proposer les valeurs de la marque vers son consommateur. 5-6 emails dans une séquence tout simplement à inspirer. On pense aussi, par exemple, crosser l'information, ouverture d'un magasin, proposition d'autres types de canaux de communication. Les programmes de loyauté, Univers Running le fait très très bien. Vous avez collecté des points, ils vont vous rappeler d'utiliser vos points pour ne pas les perdre. N'essayez pas de ne pas donner accès justement à ces types de promotions, à ces actions. C'est clairement ce que les consommateurs attendent et le fait de leur rappeler, vous allez de nouveau augmenter votre pertinence à leur niveau. L'email d'anniversaire, très classique, hein, Jonathan, ton anniversaire, mais pourquoi pas client depuis 1 an ou la Saint-Damien.
l'anniversaire de vos enfants, l'anniversaire de votre femme, moment à exploiter peut-être pour faire rajouter des choses sur votre panier d'achat. On avait parlé du modèle de données plus étendu. Si j'ai une relation entre papa et son enfant, l'âge de l'enfant, rappelez-lui un mois avant que c'est bientôt l'anniversaire de son fils et que vous avez une sélection spécifiquement pensée pour l'âge de son enfant, par exemple. Post-purchase, ici on est plutôt dans une problématique qu'on a quand même clairement identifiée au niveau du e-commerce. Le e-commerce n'a pas trop de problèmes à générer la première vente, mais la deuxième vente est beaucoup plus difficile. Alors comment est-ce qu'on va le faire? Par exemple, merci pour votre première commande, 10% pour votre prochaine commande. Proposez des choses du genre. De nouveau, n'allez pas toujours par la promotion. Des fois, avoir des programmes fidélisants personnalisés vont vous permettre de pouvoir diminuer l'apport en termes de promotion. Donc là, on va de nouveau faire du test de content et de contenu à ce moment-là. Là, je vous l'ai dit, hein, la NPS pour moi doit être intégrée dans tout ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien, de se faire évaluer. Et d'ailleurs, je pense que dans les suivis des campagnes, les webinars se font évaluer pour que vous puissiez vous améliorer. Aussi identifier vos ambassadeurs de marque à qui vous allez pouvoir demander peut-être un petit effort supplémentaire. Identifier également les personnes qui sont moins contentes et surtout comprendre le pourquoi du comment. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Comme je le disais au début, toujours être dans cette logique de l'apprentissage continu en testant des choses. Je pense que le marketing est forcé aujourd'hui d'être dans une approche de test, learn, iterate, continue. Donc voilà, j'ai 3 minutes de retard, donc pas trop encore. Je tenais encore à vous remercier. On va peut-être faire un petit tour sur des questions s'il y en a. Ou sinon, je vous fais un petit rappel. Donc, la délif le 13 juillet. Donc, pour ceux qui travaillent vraiment au niveau des ESP, des Email Service Providers, là, on va vraiment être dans un mode distiller notre savoir-faire de 15 ans dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et comment il faut le faire. Et alors, Marc, notre directeur général France, lui va vraiment vous amener vers là où nous, on détermine une roadmap sur 4 ans. Marc va vous montrer comment est-ce qu'on pourrait tacler l'intelligence artificielle dans vos programmes marketing au quotidien. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ceci vous a inspiré. N'hésitez pas à pousser questions, remarques. Vous avez nos emails, nos sites web. On est 100% ouvert et on a envie de partager un maximum avec vous au quotidien. Je reste encore quelques minutes online et sinon, à très vite. Je vois qu'il y a encore quelques personnes en ligne. Peut-être que ça peut être intéressant de voir quels sont vos plus gros défis sur les axes de personnalisation. Est-ce qu'on est plutôt sur des problématiques technologiques, accompagnement stratégique? Encore une fois, j'ai vraiment envie de bien comprendre vos problématiques au quotidien et voir si on peut pas vous aider sur l'un ou l'autre axe. Est-ce que je vois tout le monde?
Ok, je vois que notre formulaire de contact sur Actito est plutôt en mode posage de questions. Donc, je vais repasser par là. N'hésitez pas, actito.com, formulaire de contact. Vous nous retrouvez tous sur LinkedIn également. Vous avez encore mon adresse email. Moi, je vais fermer la session ici et je vous dis à très vite. Au revoir.